Peut-être qu'on peut commencer tout de suite par une lecture, Alain, d'un passage de ton livre que tu as choisi justement il y a quelques minutes. Donc, ouais, je vais vous lire, c'est un moment où Jacques Bangor, donc le héros du film, va dormir chez le curé du village de Gogeluse. Voilà, ils sont donc en route de nuit, ils sont en route pour le presbytère. Donc, sur le chemin du presbytère, je lui demande qu'est-ce que vous vouliez dire l'autre matin quand vous m'avez dit qu'il valait mieux que le fils de Rosine me trouve là. Excusez-moi, je reprends. Qu'est-ce que vous vouliez dire l'autre matin quand vous m'avez dit qu'il valait mieux pas que le fils de Rosine me trouve là? Qu'il valait mieux qu'il ne vous trouve pas là? Il peut être dangereux? Oui. Je veux lui demander comment il est dangereux, s'il a déjà frappé ou blessé ou même tué quelqu'un, mais j'en ai pas le temps. Il n'a pas dû apprécier votre érection après le repas d'enterrement, il ajoute. Vous feriez bien de vous méfier. On marche toujours dans le village, sur la place de l'église, il y a juste un lampadaire et quand on a dépassé l'église, on est presque dans le noir. Même s'il a dû comprendre que c'est plutôt pour moi que vous étiez en érection. Mais je me demande si ça ne l'a pas encore plus énervé. Ça me déstabilise un peu, cette réflexion. Et comment il l'aurait compris, j'y demande. Vous n'étiez pas très discret à vous frotter contre moi. Je ne me frottais pas contre vous, je touchais juste un peu votre cuisse. On entre dans le presbytère, on se retrouve dans la lumière, dans un petit couloir qui semble distribuer 3 pièces. Là, le curé me regarde, il a l'air de réfléchir, il hésite même un bon moment. Et comme je suis très intrigué à la fois par son visage que je découvre sous un jour nouveau, à cause de la lumière, du lieu, de mon état ou du fait que je le connais un peu mieux, et intrigué aussi par ce qu'il va dire, ou pas dire vu le temps qu'il prend, du coup, je ne sais pas quoi dire, j'attends. Et il finit par me demander... Quelqu'un vous a fait boire quelque chose, là-haut, vers le col? Je le regarde, je secoue la tête doucement pour dire non, mais je pense à l'agnole de Gabin, même si ce jour-là, j'étais vraiment à jeun. Je fais l'étonné, celui qui ne sait même pas de quoi on parle, il insiste du regard. Vous voulez dire quelque chose qui ferait bander, j'y fais? Et lui semble à son tour étonné par ma question, ou déstabilisé, je ne sais pas. J'imagine qu'il se rend compte qu'il a été un peu loin, qu'il a commencé à livrer le début d'un secret. C'est vraiment pour moi que vous étiez dans cet état, il me demande. Et là, je ne sais pas quoi répondre. Et de toute façon, si j'avais voulu répondre non, il aurait fallu que je le dise tout de suite. Tandis que là, avec le laps de temps que j'ai laissé passer à réfléchir, si c'était à son contact ou si ça aurait été la même chose au contact de n'importe qui, c'est trop tard. Je ne serais pas crédible et de toute façon, ça me plaît bien que le curé pense que je bandais pour lui. Juste un truc que je me demande, c'est pourquoi le curé a dit que ça a peut-être encore plus énervé Eric que je bande pour lui, le curé, plutôt que pour sa mère. Et du coup, la bise entre eux, Rosine qui insiste bien sur le fait que ce curé-là, il n'a rien à voir avec les pédophiles, il ne m'en faut pas plus pour que je commence à m'imaginer des choses entre Eric et le curé. Puis il me montre ma chambre, une vieille pièce avec juste un lit et une chaise, pas d'armoire, même pas de table de nuit, et au-dessus du lit, un crucifix en bois, et tout ça au milieu d'un papier peint crème. Il me montre même pas la salle de bain, ni les chiottes, il me souhaite une bonne nuit, un grand sourire et à demain. Je traîne pas, je me couche, mais j'ai beau être crevé, j'arrive pas à m'endormir. Je repense à cette drôle de journée, c'est même la première fois que je repense à ce moment étonnant que j'ai connu avec Gabin. J'y repense à la fois comme à un viol et comme un grand moment de plaisir. J'ai amené avec moi cette jouissance intense. C'est la première fois de ma vie que je jouis vraiment du cul. Je crois que même en dînant avec Rosine, je l'avais toujours au fond de mes entrailles. Mais je garde aussi le souvenir d'une grande violence, comme dans un accident où on a l'impression de ne pas vraiment être soi-même, d'être à côté et de se regarder. Je me revois à 4 pattes dans l'herbe, la grande maison tout à côté et la grosse queue de Gabin qui s'enfonce dans ma gorge. Et je ne sais plus si j'aime ou j'aime pas ça. Mais il faut continuer, aller jusqu'au bout. Et je me demande si Sagnol, c'est un truc qui augmente la libido ou qui annihile la volonté. Et du coup, je me demande si j'ai l'impression de ne pas avoir été moi-même parce que j'assume pas ce bon moment, parce que je garde quand même le souvenir de cet homme gras, très moche, pas très sympa et qui pense qu'à sa gueule. Ou bien est-ce que c'est parce que c'était pas un si bon moment que ça et que sans la liqueur, j'aurais jamais baisé avec ce type. Ou alors, j'aurais peut-être commencé parce qu'il y avait forcément quelque chose qui m'attirait chez lui. Après tout, je n'y suis pas retourné à cause de la liqueur. Mais je l'aurais envoyé chier dès qu'il aurait commencé à me pousser sa bite au fond de la gorge. Et puis je revois les plaques rouges sur sa peau blanche, les boutons sur son cou et aussi le bronzage de ses bras et le vent dans les arbres sur la crête de la colline, le soleil rasant. Enfin, je revois Jordan qui me voit là à 4 pattes dans l'herbe et qui ne sait pas trop quoi faire de ça, mais qui semble pas trop gêné non plus. Et ça se termine que je suis dégoûté par le souvenir d'un bon moment.
Après, je décide de changer de sujet. Je pense à la ferme perdue dans les collines, à tout ce monde, et puis au curé qui sort du bois avec le vieux berger, et puis aussi à Lydia qui m'appelle et qui doit parler en me donnant l'impression de mentir à son mari, mais sans lui en donner l'impression, à lui qui est juste à côté d'elle. Et si ça devient compliqué, parce qu'au milieu de tout ça, il y a toujours cette histoire. Non, et ça devient compliqué parce qu'au milieu de tout ça, il y a toujours cette image qui essaie de se glisser, celle du jeune arabe qui se fait exploser tout seul dans la campagne ardéchoise. Et d'un coup, je m'aperçois que j'ai la queue hyper dure et c'est l'effet de l'agneau à Gabin. Je me dis qu'il ne faut plus que je pense à rien, ça me demande un grand effort de concentration et je finis par m'endormir. Mais je me réveille d'un coup terrifié quand je revois Rosine, quand elle dit à son fils que je dormais ici et je sais qu'il va venir. C'est pour ça qu'il était si calme en partant hier soir. Il savait que j'étais à sa portée. Il savait que je serais le seul au presbytère, vu qu'il sait forcément que le curé dort avec sa mère. J'allume pas la lumière parce que j'ai peur de le voir là, penché au-dessus de mon lit, attendant le bon moment pour me fracasser la tête ou me tirer dessus avec son fusil de chasse. J'attends immobile. J'écoute le grand silence. Je nous revois, le curé et moi, devant le cercueil de Raymond, et le curé qui me dit « il est beau, hein ?» Et je comprends qu'il était en train de m'espionner pour le compte, non pas de Rosine, mais d'Éric. Et si Éric m'en veut autant, c'est parce qu'il a compris que j'étais en train de tomber amoureux de son père, et de me voir hier soir dans ses fringues, ça l'a forcément énervé, encore plus que l'érection d'après le repas d'enterrement. Je me lève toujours dans le noir, parce que dans le noir, je suis à égalité de force avec Éric. Quand j'ouvre la porte de ma chambre, c'est comme une délivrance. Et comme il ne s'est rien passé, c'est la preuve qu'Éric n'est pas là. Mais tout de suite après, je me dis que ça ne veut rien dire. Et que de toute façon, il peut arriver d'un moment à l'autre. Je traverse le couloir à tâtons, le corps et une main collés au mur. Je me souviens vaguement des lieux. Je revois la porte d'entrée à une dizaine de mètres, tout droit devant moi. J'y arrive enfin, elle n'est pas fermée à clé et il n'y a même pas moyen de la fermer. Pas de verrou, pas de clé sur la serrure. J'ai la sensation que de regarder dehors, de voir le village, ça va me faire du bien. Dehors, ils ont dû couper l'éclairage public. Je sais qu'ils font ça de plus en plus dans les communes rurales par souci d'économie. Donc dehors, c'est moins noir. Je distingue le contour des murs et même ceux des arbres grâce au petit vent frais qui fait bouger les feuilles ou leur ombre. Et là, maintenant que je suis rassuré, je peux allumer la lumière. Le couloir m'a l'air beaucoup plus court que ce que je pensais. Je le refais en sens inverse, je jette un œil dans les autres pièces. La cuisine à l'ancienne, assez grande pour qu'on puisse manger dedans. Mais plus loin, il y a une vraie salle à manger. Juste une table carrée avec 4 chaises autour et un buffet en bois et rien qui dépasse. Ça fait pas très habité tout ça. Je monte à l'étage, je ne suis pas sûr que le curé soit là. Et en plus, il me vient à l'idée qu'il pourrait être là, mais avec quelqu'un, avec Éric par exemple. Donc je fais très attention à pas trop appuyer sur les marches. C'est peine perdue, l'escalier craque de partout et pareil pour le plancher à eau. J'avise la première porte entrouverte, je sens que c'est bien la chambre du curé. J'entrevois une chaise avec des vêtements, entre le parquet qui craque, le bois de la maison qui travaille et la porte qui grince, j'ai du mal à obtenir un vrai silence. Du coup, je fais confiance à mon instinct, je me dis que si quelqu'un dormait dans cette chambre, je le sentirais. Alors j'ouvre en grand, je devine le lit vide, j'allume la lumière de la chambre, c'est un grand lit avec une tête en bois massif, il est défait, les draps et les couvertures retournés. Le lit est froid, les draps semblent plutôt neufs et rien qu'en m'asseyant dessus, je le sens plus confortable que le mien. Et puis j'aime bien cette chambre aussi, elle est plus habitée, le curé a jeté quelques habits sur une table haute, un pyjama, une soutane, un t-shirt. Et sur la table de nuit, il y a une édition toute neuve des évangiles. Il y a aussi un vieux téléZ, et puis aussi un autre bouquin en dessous. Et ce que j'aime par-dessus tout dans cette chambre, c'est le papier peint. Il semble tout neuf, tout bleu, d'un beau bleu ciel, avec des marbrures très fines. Ça donne un air doux à la chambre, ça donne envie de s'endormir ici. Sans compter qu'Éric viendra jamais me chercher dans cette chambre. Je me sens bien dans ce presbytère. Je suis même assez content de l'avoir pour moi tout seul et pour la nuit tout entière. Je m'inquiète même plus d'Éric. Il doit dormir bien tranquille chez lui. Le seul truc qui me chiffonne, c'est de savoir où dort le curé. Il faut que j'en ai le cœur net. Je veux au moins vérifier chez Rosine. Du coup, je remonte jusqu'au café et sans éclairage public, Gogolus, c'est bien flippant. Je me sens dominé par la masse noire des collines. Comme je distingue à peine les maisons les unes des autres, on pourrait me tomber dessus à n'importe quel moment sans que j'ai rien vu arriver.
Même le son de mes pas est inquiétant. Alors je m'arrête pour écouter, j'entends la rivière couler, ça se mélange avec le bruit du vent, j'en profite pour regarder en l'air, je regarde la crête des collines qui se font dans des nuages gris. Le temps est couvert, il va sans doute pleuvoir. Une fois chez Rosine, j'ai aucun mal à trouver mon chemin jusqu'à l'étage. Mais là, je ne sais plus comment m'y prendre, comment je fais pour vérifier que le curé est bien là, près d'elle, sans faire de bruit et sans allumer la lumière. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de vérifier ça? Je réfléchis un moment, tiraillé entre l'envie d'aller me recoucher dans le lit du curé, parce que c'est sûr, c'est ça que je vais faire tout à l'heure, et l'envie de savoir. J'ai envie de tout savoir sur le curé, sur Rosine aussi. Je réfléchis dans le noir, je me dis que si quelqu'un allumait la lumière d'un coup, ça ferait sans doute bizarre de voir un mec comme moi debout au milieu du couloir, la tête un peu penchée qui regarde nulle part. La seule idée lumineuse que j'ai trouvée, c'est d'utiliser la lueur de mon portable pour m'éclairer. J'ouvre la porte de la chambre de Rosine sans être sûr que c'est sa chambre, comme c'est la seule fermée. Je me dis que ça doit être ça. Mais au moment où je l'ai entrouverte, je me demande pourquoi il fermerait la porte dans une maison où ils sont seuls. Bon, maintenant que j'en suis là, que la porte a grincé, c'est plus la peine de reculer, surtout que j'ai aucun mal à percevoir une respiration. Je reste fixe, les yeux perdus dans l'obscurité, l'oreille tendue au bout d'un moment. Je crois distinguer deux souffles différents, quelque chose dans le rythme, dans la tonalité aussi. Et puis je sens un mouvement, un petit mouvement d'abord, et puis un mouvement plus ample, et puis un déplacement. J'arrive pas à savoir si c'est juste une idée que je me fais ou si c'est réel, et quand je comprends qu'on vient vers moi, c'est trop tard. J'ai même pas le temps de faire un pas en arrière. Une même me touche, trouve mon bras, m'agrippe et un grand corps me repousse vers l'extérieur de la chambre. Et à l'odeur, je comprends que c'est le curé. Il m'emmène dans une autre chambre, celle où on avait mis le cercueil de Raymond. Il allume la lumière, il approche sa tête et l'index devant sa bouche. Il me fait « chut ». Je ne comprends pas ce qui peut lui faire penser que je vais faire du bruit. Quelque chose ne va pas. Il me demande ça comme s'il y avait un problème au presbytère ou comme si j'étais malade et que je le cherchais juste pour ça. Et je cherche quoi lui répondre parce que je n'ai pas vraiment de raison d'être là. Je le regarde, il est très proche de moi, je vois juste le haut de son pyjama bleu nuit avec un liseré rouge. J'ai du mal à affronter son regard. Je plonge dans le V du col de pyjama, dans la peau blanche et sans poil de sa poitrine. J'essaie de me reculer, mais toujours il se rapproche et il fait tout pour capter mon regard quand je baisse la tête. Il me la relève avec la main sous le menton, il me dit « Hein, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et moi, je m'imagine qu'il fait ça pour me cacher son érection parce que je ne peux pas faire autrement que de m'imaginer qu'il bande comme un taureau et j'aimerais tellement voir ça. Mais il ne me lâche pas, il insiste encore. Alors j'espère le faire reculer en lui disant « J'ai peur là-bas tout seul ». Mais ça ne le fait pas reculer du tout, au contraire, il reste bien sur place, il me regarde, il ne comprend pas. J'ai peur qu'Éric vienne, si au moins je pouvais fermer la porte à clé. Et là, j'ai l'idée d'étendre ma main jusqu'à son sexe pour essayer de sentir ce qui s'y passe, mais il se recule comme s'il n'avait pas pensé à ça et qu'il venait de comprendre son erreur. Du coup, je peux le regarder enfin au moins jusqu'à mes cuisses et pas la moindre trace d'érection. Ça me déçoit beaucoup et en plus, ça ne veut rien dire. Si ça se trouve, il bandait vraiment tout à l'heure en sortant du lit, il a eu le temps de débander. Il prend un air désolé pour me dire « Il n'y a jamais eu de clé. » Bon, je m'arrête là. Hein. Merci beaucoup, Alain, pour voilà, tu peux reprendre ton souffle, faire une pause le temps de ma question. On comprend qu'on suit les péripéties de Jacques à travers sa pensée et on suit tous ses questionnements, ses sentiments au fur et à mesure des pages. Ma question première, c'est est-ce que tu écris à la vitesse à laquelle Jacques pense ? Et dans le même temps, est-ce que quand tu commences à écrire, tu sais ce qui va se passer à la page d'après, etc. Est-ce que tu penses ou bien l'action vient en faisant, en écrivant ? Alors, deux choses. Pour reprendre la question à l'envers, oui, j'essaie quand même d'avoir un peu d'avance sur ce que j'écris, quand même d'avoir un peu de perspective, quoi. Voilà, même si ce que j'ai en perspective ne sera pas forcément respecté, quoi. Je peux effectivement prendre une autre direction en cours de route que ce que j'avais prévu au départ. Après, je ne pense pas que les perspectives soient à très longue échéance, quoi. Et sur le rythme d'écriture, en fait, c'est une écriture assez morcelée. Moi, j'aime bien effectivement garder une écriture un peu hémorragique, quoi, ouais. Quelque chose comme ça qui coule. Mais j'aime bien la garder, voilà.
2 heures le matin, 2 heures le soir, quoi. D'ailleurs, c'est pas non plus, voilà, je l'ai écrit quand même sur 5 ans. Il y a des grosses périodes de grosses coupures. C'est un roman que j'ai laissé 3 mois, que j'ai pu arrêter 3 mois, 6 mois, des moments pour le reprendre plus tard, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai que je tiens quand même à cette idée de laisser couler, de laisser filer la pensée, quoi. Ouais. Avec des périodes de rupture qui sont notamment liées à ton travail dans le cinéma, puisque tu es cinéaste avant tout, j'allais dire. Comment est-ce que tu articules ton travail entre littérature et cinéma? Qu'est-ce qui fait qu'un texte va devenir un roman ou un scénario? Alors, en fait, en fait, c'est vrai que j'écris toujours finalement un roman, quoi. Généralement, quand je viens de terminer un film, je suis plutôt sec et ça m'aide beaucoup à repartir, d'écrire un roman. Enfin, d'écrire un roman, non pas d'écrire un roman, d'écrire sous forme romanesque, quoi, voilà, sans trop me poser la question du scénario. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus... tout ça est beaucoup plus détendu, ça part dans plein de directions, c'est aussi une façon de voir ce que j'ai vraiment envie de raconter. Il en ressort toujours quelque chose. Il y a des romans, il y a des romans au bout desquels je suis allé, quoi, qui sont au bout desquels je suis allé ou au bout desquels je ne suis pas allé, parfois pour m'apercevoir très vite que que c'était pas des romans, quoi, qu'en fait c'était un film que j'étais en train d'écrire, donc c'était pas la peine de continuer sur cette voie-là et autant le reprendre directement en scénario. Alors qu'est-ce qui fait que je me rendais compte que c'était un film et que c'était pas un roman? Alors je pense qu'il y a 2 choses. J'essaie de me souvenir de la seconde après avoir dit la première, quoi. Il y a le fait que déjà, est-ce que j'ai pas oublié les 2 déjà, quoi. Ouais, pourquoi je pense qu'il y a une question de forme quand même. À la base, il y a une question de forme. Je pense que si j'ai rien publié avant l'âge de 50 ans, c'est que j'étais pas content de la forme que prenaient les romans, quoi. Enfin, soit j'étais pas content en les écrivant. C'est-à-dire, je m'en rendais compte au bout de 20, de 50 pages que ça allait pas, c'était d'un point de vue littéraire, ça ne présentait aucun intérêt. Ou même après avoir terminé le roman, après avoir envoyé à des éditeurs, même après avoir été refusé par des éditeurs, je me disais 6 mois plus tard, en le lisant, je me disais bon, c'est toujours pas, non, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Donc et puis voilà, c'est des idées qui revenaient sous forme de romans, quoi, de films, de scénarios. Et après, je pense qu'il y a une question aussi il y a eu peut-être que c'était de la paresse aussi, quoi. À une époque, je me sentais pas quand j'étais jeune. On va dire avant 50 ans, voilà. Finalement, j'étais assez incapable d'arriver tout seul au bout d'une œuvre aboutie, quoi, voilà. Et le roman, quand même, c'est quand même un travail très solitaire, quoi. Et j'aime bien, ouais, il y a un côté, pour moi, de la littérature, c'est vrai que c'est un peu une activité de vieux, quoi. Il y a un truc, quand j'étais jeune, je trouve que le cinéma correspond bien un peu à la dilettante de la jeunesse, quoi, ou même, enfin, en tout cas, à mon côté dilettante que j'avais quand j'étais jeune, ou que je peux toujours avoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on rêve le film en l'écrivant, et puis là, cette période solitaire qui est très, très agréable, mais c'est bien parce que ça ne dure pas trop longtemps non plus, quoi. On n'est pas censé rendre un truc fini au bout du compte. On passe après à une phase plus communautaire et de plus en plus communautaire avec la préparation, le tournage, et pour être dans une phase à 2 avec le montage, quoi. Voilà, une phase même quasi, c'est quasi conjugal, quoi.
Et ça m'allait très bien, quoi. Voilà. Et bon, puis voilà, il y a un jour où effectivement, ben, j'ai eu la patience d'aller au bout. Et je pense que cette patience a à voir avec l'âge, quoi, et à voir avec aussi cette impression d'avoir trouvé la forme, d'avoir trouvé ma petite musique intérieure à moi. Oui, d'avoir trouvé un style, puisque tu me disais aussi qu'il y avait peut-être un moment où tu as eu le sentiment de trouver ton style, quand aussi tu t'es peut-être moins foutu la pression sur écrire littéraire dans des canons académiques. Oui, ouais, ça j'ai mis beaucoup de temps à me dire. Oui, parce qu'il y avait un truc aussi quand j'étais jeune, je me rappelle, c'était la conscience quand même que pour écrire de la littérature, pour écrire, faire un roman et puis trouver son truc à soi, sa voix à soi. Quand même, il y avait du boulot. Enfin, qu'on arrive derrière, ben, il y a quand même eu Shakespeare, il y a eu Sophocle, il y a eu Proust, Céline, Dostoïevski. Il y a quand même eu vraiment du beau monde derrière nous. Et puis vraiment beaucoup de monde. On a la sensation que tout a été fait, quoi. Alors, vous me direz, un cinéma, ben ouais, ok, il y a Tarkovsky, il y a eu Bergman, il y a eu Fassbinder, il y a eu Almodovar, il y a eu beaucoup de monde aussi, quoi. Donc, pourquoi un cinéma, pourquoi avoir moins l'impression d'avoir cette chape au-dessus de la tête, quoi. Surtout, finalement, en plus, dans une tradition française où on a été gâté, quoi, cinématographiquement parlant, quoi, effectivement. Je sais pas, alors, honnêtement, je n'ai pas de réponse à la question, mais je sais que dans le cinéma, très vite, j'ai trouvé mon truc à moi, et même si c'était c'était sous influence, quand même, mon premier court-métrage, il est très. Il y a ces deux mecs qui attendent un troisième sur la place d'une église. On peut dire que c'est très. On pense forcément à Beckett, ça vient beaucoup de Tchekhov, mais ça, on peut penser à. Enfin, je pense que j'étais déjà influencé par des mecs comme Romer, quoi. Donc il y avait de l'influence, mais c'était de l'influence digérée, quoi. Voilà. Et en tout cas, j'ai pu trouver un angle d'attaque, j'ai trouvé un endroit dans lequel m'engouffrer. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé pareil, toujours pareil, en me débarrassant de toute pression. C'est vrai que mon premier court-métrage, finalement, je l'ai écrit. J'avais écrit donc 2 romans non publiés, mais qui, donc, comme je l'ai dit, ne méritaient absolument pas d'être publiés, ne présentaient aucun intérêt. Et un jour, je me suis dit, bon, ben, tu vas arrêter un peu l'idée de faire des romans, surtout que mes romans, quand même, il y en avait un, il y avait plein de points de suspension partout, et il y avait l'autre, c'était beaucoup de phrases très, très alambiquées, quoi, voilà, donc, au passé simple, voilà, donc, on sentait vraiment les influences directement, quoi, voilà, c'était pas du plagiat, parce que, bon, ça ne racontait pas les mêmes choses, mais quand même, c'était sous influence, et l'influence était vraiment très, très visible, quoi. Et je me suis dit un jour, tu vas arrêter de te prendre la tête, d'écrire, de te dire t'écris un roman ou t'écris un scénario, tu vas écrire un truc. Voilà, sans trop savoir combien de pages ça va faire avant de partir, quoi. Parce que j'avais aussi l'angoisse du nombre de pages, moi aussi, je me rappelle, quoi. Quand même, l'idée de passer les 200 pages, ça m'angoissait beaucoup dès la première, quoi. Voilà. Là, tu t'es lâché, quoi. Et donc, je me suis dit, voilà, tu t'inquiètes pas de savoir combien de pages ça va faire, tu t'inquiètes pas de savoir si c'est un roman, si c'est du théâtre, si c'est un scénario. Voilà, tu racontais l'histoire de 2 mecs, voilà, dans un bled, dans l'Aveyron, qui ont monté un journal, qui ont une espèce de petit journal, on parlait de fanzine déjà à l'époque, et qui veulent rencontrer un gars qui graffiti ses poèmes sur les places de l'église du coin, du secteur. Donc, ils vont l'attendre tous les soirs. Voilà. Et j'ai écrit ça, c'était une forme très, très hybride, effectivement. C'était pas une nouvelle, c'était pas un scénario, c'était pas du théâtre. Ça faisait voilà, une 30aine de pages. J'ai laissé dans un tiroir et plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, je me suis dit, bah, tiens, ouais, ce serait bien d'en faire un film, quoi. Voilà. D'ailleurs, tout se répond, puisque Rabelais, ça devait être, au départ, en tout cas dans ta volonté, le titre d'un film. Du premier de mon premier long métrage. Ça, ouais, tout simplement. Même pour refaire l'historique de ça, ça a été le titre qu'on a utilisé pendant tout le tournage de mon premier long métrage, qui lui-même était tiré de mon deuxième, dont j'avais fait un scénario à partir de ce que je racontais dans mon deuxième roman non publié, quoi. Voilà. Bon, comme
comme chez tous les artistes, je crois, on retrouve chez toi, que ce soit dans les livres, dans les 2 romans publiés ou dans les films, un peu la même mythologie. C'est-à-dire que pour qui a vu L'Inconnu du lac, ton film le plus célèbre, ou d'autres, Rester vertical après, on retrouve dans Ici commence la nuit ou dans Ravalaïr beaucoup de points communs. Je pense à l'amour intrigant, par exemple. Je pense à une ombre un peu du meurtre, quelque chose qui a trait au crime. Et puis il y a aussi la question du sexe que tu travailles beaucoup, qui est évidemment récurrente, la question homosexuelle, mais pas seulement. Le sexe aussi, avec des personnages qui ne sont pas forcément très beaux, qui répondent pas non plus à des canons, des personnages qui peuvent être plus âgés que des personnages pour qui on va voir des scènes de sexe au cinéma. Ça aussi, c'est très pensé, et c'est une volonté chez toi de vouloir dire là quelque chose de politique, il me semble. Alors, ouais, là surtout, d'ailleurs c'est marrant, j'étais en train de, enfin, j'y pense depuis longtemps, mais là ça devenait assez clair là, en t'écoutant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je me suis mis aussi à publier des romans et à aller au bout de romans après avoir éprouvé des limites dans le cinéma, quoi. Voilà. Et notamment, bon, tu parles de, bon, même si effectivement c'est dans Le Roi de l'évasion ou dans Rester vertical, c'est plutôt pas mal, même des Ce vieux rêve qui bouge, quoi. Effectivement, j'ai pas mal toute cette idée, cette envie, ce désir d'érotiser, de sexualiser le monde ouvrier, le monde de paysan. Bon, je l'ai fait, et c'est marrant parce que, enfin, j'ai l'impression que quand même ça n'a pas été totalement accompli non plus, quoi. Voilà, mais parce que effectivement, on se retrouve toujours à il y a quand même un moment dans le cinéma où on se reprend quand même le réel dans la gueule, quoi. Enfin, on rêve le film en l'écrivant, et puis quand il y a un moment, il faut trouver les comédiens, il faut trouver les comédiens et les comédiennes qui vont incarner les personnages. Ouais, il y a des choses un peu compliquées à faire aussi, quoi. Voilà, on est lié à une autre économie aussi. Enfin, donc, je pense que ça a été c'est pas pour rien si je me mets à 50 ans à explorer autre chose, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a, comment dirais-je, oui, c'est un de mes gros soucis depuis pas mal de temps, quoi. Effectivement, depuis les années 80, quand même, on sent quand même que la beauté, la jeunesse est en train de prendre le pas sur le reste, quoi. Que quand on lit la presse magazine, qu'on regarde le cinéma, qu'on regarde la télé, quand même on peut avoir l'impression effectivement que tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, sans parler de l'homosexualité, évidemment, quoi. On a l'impression que tout ça, ça concernerait que des jeunes gens, surtout, oui, d'ailleurs, l'homosexualité, beaucoup, que des jeunes gens plutôt bien foutus, dans des t-shirts moulants et qui vivent dans le cœur des grandes villes, et que ça ne concernerait pas tout un monde de la campagne ou du prolétariat, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que je pense que je viens en droite ligne de gens. J'ai été beaucoup influencé par des gens comme Pasolini ou par Fassbinder, quoi, qui étaient des gens qui érotisaient ce monde-là. Mais même finalement, là, quand je revois des films de John Ford, je me dis merde, les castings de John Ford, c'était quelque chose, quoi. Enfin, il allait trouver il trouvait des gueules, alors effectivement, bon, même chez John Ford, même le Hollywood de la grande époque, il était obligé de prendre quand même il y avait de la star, quoi. Mais finalement, même John Wayne, je ne sais pas si John Wayne, on en ferait une star aujourd'hui, quoi. Tu vois, enfin, il y avait quelque chose, on était vraiment dans un mec issu de la base, quoi. Voilà. Et chez John Ford, c'est étonnant comme les castings autour sont toujours très... c'est des gens très beaux et qui ont vraiment qui sont déjà très singuliers aussi, voilà, qui ont des gueules et des corps très singuliers et dont on sent que ça vient d'en bas, quoi. Mais on sent chez toi, pour résumer la forme et le fond, qu'il y a une volonté d'écrire contre quelque chose qu'on pourrait dire
de conservateur, en tout cas d'académique dans la forme littéraire, encore une fois, et dans le fond, d'aller à l'encontre des conservatismes. Alors, est-ce qu'il y a dans le premier, Ici commence la nuit, il y avait une question, la question sexuelle, elle était très très avancée. Tu avais reçu le prix Sade et tu te freinais pas pour, disons-le, faire du trash, quoi. Enfin, c'était trash, il y avait un côté trash dans Ici commence la nuit. Là, un peu moins, je trouve. Est-ce que... pourquoi? Est-ce que tu as moins eu le besoin de le faire, l'envie de le faire? Non, disons que... non, je pense que Rabelais, déjà c'est un roman qui prend son temps, quoi. Donc j'étais beaucoup plus détendu par rapport à tout ça. Et puis c'est un roman qui prend son temps tout en convoquant le genre, effectivement, et des genres très populaires, quoi. Mais je trouve que c'est plus tranquille. C'est pas un bouquin coup de poing, quoi. Je voulais pas du tout être dans un truc provoquant, choquant, voilà. Ici commence la nuit. De toute façon, Ici commence la nuit, c'est vraiment un roman qui vient derrière Le Roi de l'évasion et derrière les frustrations que j'ai pu éprouver, que j'avais pu éprouver au cinéma, quoi. Alors ça suffit pas à faire un roman, mais effectivement, je crois que ça a été libérateur pour moi, quoi. Je me suis dit bon, mais voilà tout ce que j'ai pas pu mettre dans un film, c'est-à-dire une scène d'amour avec une jeune fille de 14 ans et une histoire d'amour avec un vieux de 80 qui va être centenaire, un vieux de 98 ans, et y compris des trucs qui seraient, je pense, compliqué à représenter. Enfin, je pense que Ici commence la nuit, c'est inadaptable au cinéma. Disons, c'est marrant parce que Céline disait que les autres écrivains, sous-entendu, je pense, les mauvais écrivains, écrivaient des scénarios pour le cinéma, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Je trouve que quand on a fait... normalement, bon, un écrivain n'a pas à écrire des scénarios pour le cinéma, mais il doit écrire des trucs qui ne sont pas représentables, qui ne sont pas adaptables, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, au moment de l'inconnu merci. J'en étais là, quoi. Ça a été mon moteur, quoi. Voilà. Après, je peux pas dire que j'ai écrit tout le film en me disant, putain, il faut à tout prix que ça soit que ça soit pas représentable, que ça soit pas adaptable. Mais quand même, je pense qu'il y avait ça qui planait au-dessus de moi. Et comment dirais-je ? Celui-ci, bon courage à qui veut l'adapter aussi. Je pense que c'est pas simple du tout. Ah non, mais pour moi, ça serait la honte d'écrire un roman et d'avoir plein de propositions pour le cinéma, quoi. Ouais. Ça serait vraiment un constat d'échec littéraire, ouais, pour moi. Ouais. Je suis assez comme Céline de ce côté-là, quoi. Et attends, merde, j'avais pas terminé. Je voulais continuer sur un truc. Bon, ça reviendra peut-être. Ouais, Oui. Au lieu de dire Ici commence la nuit, tout à l'heure, tu allais dire L'inconnu du lac. Ma prochaine question, elle y revenait sur L'inconnu du lac, puisque je disais que dans ton œuvre, il y a évidemment la question de l'homosexualité qui est importante, et L'inconnu du lac met en scène des personnages homosexuels et uniquement homosexuels. Et dans le même temps, alors qu'on pourrait se dire que du coup, ce n'est pas quelque chose qui t'aurait ouvert à un large public, c'est évidemment ton film aujourd'hui le plus connu. Et depuis lequel tu as été bien plus connu qu'avant. Comment est-ce que tu l'expliques? Qu'est-ce qui fait que dans ce film-là, il y a eu une universalité peut-être encore plus grande que dans tes autres travaux? Ouais, non, c'est très curieux, ce qui s'est passé là-dessus. Non, effectivement, nous, quand on préparait L'Inconnu du lac, là, je me rappelle, on se le disait avec les gens, les deux gars avec lesquels on a vraiment préparé L'Inconnu du lac, on se disait que, on faisait un film, on avait l'impression de faire un film pour 10 000 personnes, quoi, voilà. Et non, et c'est curieux. De toute façon, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Dont je suis, moi, un peu assez convaincu à la base, mais qui ne se concrétisait pas tellement, c'est que c'est justement en allant dans sa singularité, en étant le plus dans sa singularité, dans son intimité, qu'on peut rayonner universellement, quoi. Voilà. Bon, déjà, je pense que la question sexuelle, le sexe, c'est quand même de toute façon quelque chose de très universel, quoi. Effectivement, on peut être homosexuel, hétérosexuel, on peut être asexuel,
on peut pratiquer le sexe non, asexuel, je suis con, ça ne concerne pas le truc, c'est à part, quoi. Homosexuel, on a des pratiques différentes, mais quand même, la sexualité, ouais, je pense que c'est universel, c'est hyper intime, et c'est en même temps hyper universel, quoi, voilà. Et que, de toute façon, même sur... alors après, je pense que L'Inconnu du lac, il y a aussi le fait que ça soit un polar, enfin que quand même il y a déjà tu montres une noyade dès la deuxième journée du film, quoi, au bout de 10 minutes, déjà bon, ça pose le film, quoi, enfin ça commence à devenir intéressant, quoi, hein, voilà. Je pense que L'Inconnu du lac, ça la noyade, juste des mecs qui se draguent et qui discutent au bord d'un lac à poil. Je ne suis pas sûr que ça passionne un grand monde, quoi, voilà. Mais, et puis, il y a le grand ressort, quand même, romanesque et donc, enfin, dramatique, quoi, qui est le mélange enfin, le mélange, pas le mélange, mais le rapport du sexe et de la mort, quoi, voilà, ou la confrontation des deux, quoi, voilà, ça c'est quand même, bon, c'est un truc, pareil, ça captive un peu plus, ça captive pas mal de monde, quoi. Mais tu as conscience, est-ce que tu as conscience ou non, peut-être que tu n'as pas du tout conscience, que dans toute ton œuvre, il y a ce rapport-là entre l'amour et la mort, quand même, que l'amour est toujours ombragé. Et oui, que ouais, toujours de l'inquiétude dans le désir, ouais, il y a toujours et oui, ouais. En plus, et puis je suis pas le premier et pas le dernier à qui ça, qui va traiter de ce rapport-là, quoi, voilà. Ouais, ça vient de très très loin, ça fait pas. Après, j'ai pas de grande explication là-dessus. D'ailleurs, je pense que je fais des films là-dessus aussi parce que j'ai pas beaucoup d'explications, quoi. Voilà. Oui, ça reste un grand mystère pour moi. C'est un film toujours L'Inconnu du lac qui était arrivé à un moment sociétalement de bascule, puisqu'il est sorti en 2013 avec évidemment le mariage pour tous et les manifs pour tous, avec aussi, on s'en souvient, l'affiche du film qui avait été censurée par certaines mairies. Est-ce que tu penses que ça aujourd'hui, la même affiche aujourd'hui passerait mieux ou pas? Est-ce que tu y penses parfois? De toute façon, ça a été dans l'Ouest parisien que ça a été la merde, quand même. C'est Versailles, Saint-Cloud. Enfin, parce que les Versaillais, quand même, on n'a pas fini avec eux. Donc non, je suis pas sûr que. Enfin, fondamentalement, c'est quand même, c'est quoi? C'est on voit il y a un dessin d'un mec allongé qui fait une fellation à un autre mec, quoi. Voilà. Et franchement, bon, faut un dessin de loin. C'est un dessin de loin, quoi, voilà. Donc il n'y avait pas de quoi foutre un chat, mais effectivement, donc, non, je pense qu'effectivement ça continuerait. Non, en plus, finalement, ça a révélé quoi, cette affaire? Ça a révélé quand même une espèce une homophobie latente qui était quand même qui était là en France, qui est là d'ailleurs dans le monde entier, quoi, mais qui est pas forcément latente. Et on s'est aperçu que c'était pas si latent que ça, quoi. Ça c'est ressorti, quoi. Voilà, donc je pense pas qu'en 10 ans ça se soit calmé. Après, j'ai quand même l'impression qu'on avance sur le sujet, hein. Voilà, enfin, à part à Versailles et Saint-Cloud, voilà, bon, on avance bien, quoi, voilà. Non, je me disais aussi, parce que là, je parle d'actualité, c'était à un moment d'actualité. Dans Rabalaïr, il est question, et sans déflorer, puisqu'il se passe assez tôt dans le roman, il est question d'un attentat auquel tu penses à Clermont-Ferrand. Ma question était pourquoi, et c'est-à-dire est-ce que peut-être que je me trompe là aussi, mais j'ai l'impression que dans ton œuvre c'est une des rares fois où il y a quelque chose d'immédiatement actuel qui est un phénomène d'actualité qui intervient dans ton œuvre directement. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, tu as raison. Oui, c'est. Enfin, là, en plus, oui, c'est l'actualité. Ben, disons que je l'ai commencé en 2016, donc on était encore vachement là-dedans, dans ce traumatisme des attentats de 2015, de Charlie Hebdo. Enfin, il y avait quand même. C'était une époque où quand même on redoutait beaucoup tout ça. Il y avait je sais pas, c'était important d'en parler. Pour moi, autant le roman, c'est quand même, enfin, ce roman, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui s'échappe de la réalité. Il y a un côté quand même, on part vers ailleurs, quoi. On part
vers l'au-delà, vers un autre monde, un nouveau monde qui n'est pas très loin de chez soi. Ça aussi, je pense que l'aventure au bout du chemin, ça c'est un truc j'aime beaucoup, l'aventure qui est là à portée de main, à portée de vélo, quoi, en tout cas pour le roman. Mais quand même, ça part du réel, quoi. Ça part d'aujourd'hui, d'ici et de maintenant, quoi. Non, je sais pas, pour moi, c'était super important de parler des attentats, de parler aussi de la paranoïa aussi dans laquelle ça nous a quand même plongé collectivement, quoi, de la paranoïa, de la méfiance, de la de la peur, quoi. Quand même, ça a généré beaucoup d'angoisse, quoi. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a généré beaucoup d'angoisse, quoi. Même, oui, moi j'ai souvent. Enfin, oui, ça a été. Donc, et je pense que je parle plus de l'angoisse et de. Parce que les attentats, je trouve que il y a un attentat, voilà, je ne m'éternise pas là-dessus, mais ce qui se passe, c'est surtout là où ça imprime beaucoup le bouquin, c'est que il y a cette histoire avec un jeune mec qui prend un stop à la sortie de Clermont-Ferrand le soir des attentats. Les attentats ont lieu à Clermont-Ferrand. Et donc, il prend ce jeune mec un stop. Ce jeune mec s'avère être arabe. Donc, et puis, en plus, il n'est pas très sympathique. Et en plus, il a l'impression de voir une ceinture lombaire à sa taille quand il descend de voiture, quoi. Une ceinture lombaire. Le lapsus, il est pas mal. Une ceinture d'explosifs, quoi. Ce qui est quand même un peu plus grave, quoi. Et donc, ça génère toute une crainte. Il se dit, merde, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que c'était pas possiblement un terroriste? Et évidemment, la police recherche un troisième homme, voilà. Et en plus, voilà, et ce qui m'intéressait quand même, comme le film, le roman est beaucoup sur la... Lapsus aussi. Ouais, mais ça je n'ai pas fini de celui-ci. Beaucoup sur le désir teinté d'inquiétude et la crainte de l'autre qui peut parfois, qui se teinte de désir. Enfin, il y a quelque chose comme ça entre la paranoïa et le désir, qui est toujours présente dans le roman. Et d'ailleurs, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, complètement de cet ordre-là, qui va se jouer avec ce jeune arabe, donc avec Abdou. Dont on ne saura jamais finalement s'il a pris part, sauf qu'il sera arrêté puis libéré par la police, donc on se dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Mais finalement, il y aura quand même Jacques Bangor, le personnage, va quand même vachement se demander si ce mec-là lui tournerait pas autour et se poser la question de savoir si lui-même, Jacques, pourrait avoir envie de ce mec, quoi. Voilà. Donc ça m'intéressait beaucoup, quoi. Mais après, c'est je sais pas, j'ai l'impression quand même que la paranoïa, c'est l'envers du désir, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Est-ce que je me trompe? Mais il me semble que c'est bien autour de ce personnage-là, notamment, que tu as écrit en parallèle justement un scénario. Et alors, ouais, après, il y a un scénario, ouais. Donc, le scénario reprend effectivement ce personnage de jeune sans-abri qui traîne autour d'un attentat, après un attentat, et puis et le personnage de Lydia, une prostituée que rencontre Jacques à Clermont-Ferrand. Donc là, finalement, c'est un thème que tu peux poursuivre aussi bien en littérature qu'au cinéma, où le cinéma, finalement, en tout cas, sur ce sujet-là, tu ne te sens pas moins libre. Non, de toute façon, c'est autre chose, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je pense que maintenant, j'arrive à bien faire la part des choses. J'étire une histoire qui est très hors champ dans le roman, quoi, puisque c'est des personnages qu'on retrouve à des moments, quoi. On peut s'imaginer se refaire un peu tout un parcours. D'ailleurs, Jacques lui-même dans sa tête se refait leur parcours, quoi. Et sur le scénario, effectivement, j'ai un peu,
j'ai pris ça, mais j'ai été dans une toute autre direction, quoi. Voilà. Et je l'ai pas géré de la même façon. On est plus, on sort pas de Clermont-Ferrand. Et ça me plaît beaucoup. Ouais, l'idée de ne pas adapter, quoi. C'est-à-dire de prendre une toute autre, de prendre la tangente, quoi. Voilà. Et pour parler d'un autre personnage, peut-être, et d'ailleurs peut-être pour terminer avant qu'on passe à des séances de dédicaces, puisque vous pourrez, si vous voulez, vous faire dédicacer un livre à l'entrée de la Maison de la Poésie, là, tout à l'heure, juste après. Tu m'as dit, il n'y a pas longtemps, que le curé qu'on a entendu dans ta lecture au début de cette rencontre, c'est peut-être ton personnage préféré, finalement, puisqu'il y en a... Il y a pas mal de personnes. Au moins une vingtaine, je pense, à peu près. Et pourquoi lui ? Disons qu'il y en a beaucoup que j'aime. Non, lui, disons que c'est un peu le... déjà, c'est un peu... Finalement, Jacques a beaucoup de... Comment dirais-je de relations, enfin, il y a pas mal de partenaires sexuels, quoi, dans l'affaire. Bon, après, c'est pas mal, c'est 4 ou 5, quoi. C'est pas... on a vu bien pire, quoi. C'est bien mieux. Bien mieux. Oui, ou bien mieux, ouais. Mais finalement, je pense que la seule histoire d'amour, elle est chaste. Et elle a lieu avec le curé, quoi. Voilà, ils ont quand même une espèce de projet commun. Jacques, finalement, bon, en plus, ça se passe plutôt pas mal, sexuellement avec les gens, quoi. Mais bon, ça se passe bien une fois, 2 fois, et puis au bout de 2 nuits, et puis au bout de 3 jours, il en a marre, quoi. Et tandis que le curé, lui, là, dans sa tête, il est pas totalement asexuel. Il se masturbe dans les bois, voilà. Mais il a quand même dans l'idée, il est vraiment complètement imprégné de l'amour du prochain. Il est réellement imprégné de l'amour du prochain. On a compris que donc... Enfin non, on ne l'a pas compris dans l'extrait, mais il a coutume d'aller dormir avec les paroissiens ou les paroissiennes qui lorsqu'ils ont perdu un être cher, ou lorsqu'ils ne vont pas très bien, qui n'ont pas envie d'être seuls, il va dormir avec eux. Voilà. C'est un peu la coutume à Gogueluys, dans ce village. Et lui, il a dans sa tête, il aime vraiment les hommes, les hommes, même les femmes, il aime l'humanité, mais il a aussi du désir. Et pour ne pas, il a du désir pour les hommes et les femmes, et pour ne pas que ce désir s'éteigne et continuer à aimer tout le monde, eh bien, il ne couche avec personne. Il a décidé de ne coucher avec personne. Voilà. Et Jacques est aussi dans cette question-là. Il cherche, enfin bon, pas de coup. Lui, c'est compliqué de coucher avec personne, mais il est quand même dans cette idée de comment chercher un désir qui serait éternel, de chercher aussi un désir qui ne s'assouvirait pas dans le sexe, quoi. Alors, je ne veux pas dire il chemine pas tout le roman avec cette idée en tête. Il découvre ça aussi en cours de route avec le curé. Et la vraie histoire d'amour, ouais, pour moi, elle est avec le curé, quoi. Et bon, Jacques étant un double fantasmé de moi-même, je suis moi-même très... Je pense que j'ai eu beaucoup de mal à me détacher du curé après avoir terminé le roman. J'ai même l'impression d'avoir arrêté le roman au moment où ça devenait intéressant, quoi. Je vais faire une suite, je pense. Ah oui, transition toute trouvée, puisque est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu écris, si tu écris, tu en es à un stade où tu peux savoir si ce sera un prochain roman ou un scénario ? Est-ce que actuellement tu écris quelque chose, voilà. Là, j'écris un scénario, ouais. J'écris un scénario, mais c'est marrant parce que en plus, c'est marrant parce que pour moi, c'est coulé c'est gravé dans le marbre. Ça sera un scénario. Je l'écris vraiment d'une façon scénaristique, et en plus, je pense que c'est vraiment un film. C'est pas un roman ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, il y a un vrai enjeu cinématographique. Mais là, je suis en train de me dire qu'il y aurait aussi possibilité qu'il y ait un vrai enjeu littéraire. Et quand je repasse, là, il y a l'histoire d'un vieux berger qui vit avec une jeune femme, un vieux berger qui ne parle qu'occitan, Henrique, qui refuse de parler français. C'est une histoire, ça, j'avais commencé à l'écrire en scénario.
Et je me rappelle, à l'époque, je trouvais qu'il y avait un super enjeu cinématographique là-dedans. Et j'ai arrêté le scénario lamentablement au bout de je sais pas, d'une dizaine de séquences. Et voilà, et ça ressort dans un roman. Est-ce que le précédent, c'était il y a 7 ans, il me semble? Oui, déjà, voilà, 7 ans. Ouais. Est-ce que tu penses écrire un prochain roman avant 7 ans? C'est-à-dire que le précédent n'avait pas été publié dans la foulée. J'avais écrit en 2010 ou 2011. J'avais vraiment écrit dans la foulée du Roi de l'Évasion, entre le Roi de l'Évasion et l'Inconnu du lac. Et donc, ça fait, là, j'en suis à un roman tous les 11 ans, quoi. Voilà. Donc le prochain, dans à peu près 11 ans, pour les plus, selon les prévisions les plus optimistes. Ouais, je crois que c'est... voilà. C'est pas mal, moi je trouve un roman par décennie, c'est pas mal, moi je crois que c'est bien. Ouais. Bah, au moins on sent qu'il est travaillé, quoi. Faut pas avoir besoin de ça pour vivre, je suis d'accord. Mais voilà, c'est pas mal. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être avant qu'on conclue ici et qu'on passe peut-être après aux dédicaces et puis aux questions aussi, si vous voulez poser des questions à la Guéraudy, vous pourrez peut-être le faire individuellement à l'issue de cette rencontre. Non, je pense. Enfin, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, là, j'ai l'impression de ne pas avoir. Il y a une question, mais je me rappelle plus vraiment autour de quoi. Que j'ai l'impression de ne pas avoir complètement. Donc j'ai pas l'impression d'avoir fait. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir fait le tour, quoi. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Qu'on n'est pas là pour. On n'est pas là pour faire complètement le tour de toutes les questions. Bon, bah merci beaucoup, Alain. Merci. Merci.